C'est sûr, il se passe quelque chose dans la jungle. C'est Denis, un jeune voix de 38 ans amoureux de cette région qui m'a fait passer par les chemins détournés. Denis est un ami de Bruno Manzer. Lui aussi, sur la liste rouge, il est entré clandestinement au Sarawak pour me montrer ceci, les résultats de la destruction planifiée de la forêt de Bornéo. Nous avons marché longtemps sur les anciennes pistes des compagnies forestières. Il y a longtemps que plus personne ne passe par ici, mais aucun arbre ne repousse sur ce sol détruit. Finalement, nous sommes arrivés dans un premier village Penan. Denis retrouve ses amis. Il a passé 2 ans et demi dans la région pour essayer de lutter contre la déforestation. Il est ici, chez lui. Bepun sigu pa. Bepun sigu pa. Na. Bepun sigu. Nous sommes ici dans une des dernières communautés Penan de la forêt primaire. Les chasseurs sont hospitaliers, leur repas est aussitôt partagé. Au menu, du singe et du sanglier. Dans ce petit village du bout du monde, les rivières sont encore claires, la vie semble si tranquille. Janeng vient souvent chercher des plantes médicinales dans la forêt. Aujourd'hui, cette femme d'expérience amène avec elle une partie des enfants du village pour une leçon de botanique appliquée, l'occasion de transmettre le savoir des générations précédentes. On aura beaucoup de problèmes si la forêt disparaît, parce qu'ici, il n'y a pas de médicaments modernes. On a seulement ceux de la forêt. Je connais plein de remèdes différents pour la fièvre et la plupart des maladies d'ici. Mais ces plantes, on ne les trouve pas partout. Et je ne les montrerai sûrement pas à n'importe qui. Depuis quelque temps, des rumeurs couraient autour du village, des rumeurs qui se sont malheureusement confirmées. Une compagnie forestière est bien arrivée dans la vallée. C'est seulement l'avant-garde des bûcherons, mais ils annoncent déjà la couleur. Ils ont taillé sans réfléchir cette tranchée à grands coups de tronçonneuse et de bulldozer. Un beau gâchis surtout, 50 arbres détruits pour venir prendre un seul tronc de bois précieux. Ancien garde forestier, Denis est dégoûté. Ça me fait même mal au cœur de revoir des endroits que j'ai vus qui étaient totalement vierges, où c'était l'orgie en période, si je puis dire, en période d'abondance de fruits, de gibier. Et quand je vois ça, c'est fini, quoi. C'est pas terminé. C'est des souvenirs. Les bûcherons sont passés exactement à l'endroit que les Penan leur avaient demandé d'éviter à cause des fruits sauvages. Ils ont en plus écrasé volontairement un petit abri de chasse, sommairement reconstruit en signe de protestation. Quand je vois ça, j'ai peur maintenant de me promener toute seule dans la forêt. Il y a beaucoup d'hommes étrangers qui travaillent pour les compagnies et je ne sais pas ce qu'ils pourraient me faire. Quand ils vont venir, ils vont aussi effrayer le gibier. On ne pourra plus chasser. Dans un autre village, on s'était tous mobilisés pour bloquer les travaux. Le manager de la compagnie avait appelé l'armée, les soldats avaient lancé des bombes et 2 enfants avaient été tués.
Chez eux, ils ont toujours refusé les guerres tribales de l'époque. C'est pour ça qu'on les appelle un peu le peuple des sources. Ils sont toujours réfugiés au fin fond de la forêt pour éviter toujours les confrontations. Et c'est vraiment pas dans leur état d'esprit de se battre entre hommes. Voilà leur problème. Mais ils se posent quand même la question si à la fin ils ne devront pas faire du mal. Le petit groupe décide de pousser la reconnaissance. La piste toute fraîche nous conduit vers un dépôt intermédiaire. Voici donc ce butin pour lequel chaque jour les forestiers détruisent 12 km² de forêt du Sarawak. Un travail toujours aussi mal fait. Un arbre comme ça, fendu sur plusieurs mètres, c'est foutu, ça vaut rien du tout. Ça va partir en aggloméré. Et le pire, c'est que même une bonne partie des autres arbres qui ne sont même pas fendus vont partir en aggloméré. Les compagnies forestières ont visiblement décidé de mettre tous leurs moyens pour exploiter cette région encore sauvage. Nous décidons d'aller voir ce qui se passe dans les autres villages. Ici, les compagnies forestières ont carrément décidé d'envahir la vallée et de raser le village. Les habitants ne peuvent pas s'y opposer. Au contraire, d'autres tribus sédentaires, les Penan, traditionnellement nomades, n'ont aucun titre de propriété. On a déjà essayé de discuter plusieurs fois avec les managers des compagnies. Ils viennent dans le village, ils parlent, mais en fait, ils ne nous écoutent jamais. À la fin, ils font toujours ce qu'ils veulent. Les chasseurs décident là encore de partir en reconnaissance, l'occasion de profiter une dernière fois de cette belle rivière avant qu'elle ne soit polluée par la boue des chantiers forestiers. La petite troupe approche prudemment du campement des compagnies. Même armés de leur redoutable sarbacane aux flèches empoisonnées capables de tuer un homme en 1 minute, les Penan hésitent à approcher. Il dit bien qu'il vient parce qu'on est là et puis qu'il n'a pas peur avec nous. Et puis qu'il avait peur même d'être tout seul et de regarder les routes de la compagnie se construire, ça lui faisait mal. Avec nous, il est venu, puis comme ça, il voit ce qui se passe. En fin de compte, je pars tout seul avec Denis pour voir ce que font les bûcherons. Pour l'instant, ils construisent la piste principale qui permettra de rapatrier les nouveaux troncs vers l'arrière. Les compagnies forestières sont officiellement obligées de respecter l'abattage sélectif de la forêt. En fait, avec la bénédiction du gouvernement malais, elles cherchent à gagner un maximum d'argent le plus vite possible pour répondre aux besoins du marché mondial du bois tropical. Le Sarawak est un des principaux producteurs du monde. Ces billes partiront d'ailleurs peut-être en Suisse, puisque d'après l'organisation de Bruno Manzer, notre pays continue d'importer beaucoup de bois de la région. Un arbre coupé ici qui a une belle valeur quand même, s'il était fait dans de bonnes conditions. Arrivé chez nous, avec tout le voyage, le transport et le travail, il coûte moins cher qu'un arbre de chez nous, produit sur place. C'est ça le comble. Avec Denis, on s'engage un peu plus loin dans cette forêt primaire tant convoitée. La nature a bien fait les choses, ici chaque espèce a la chance de repousser, ce qui n'est plus le cas quand l'homme est passé par là. Dans une forêt qui a été travaillée par les forestiers, où il y a une végétation primaire qui repousse, très très dense, ça couvre le sol, on a l'impression que c'est très vert, c'est très beau. Vu d'avion, à la limite, on ne voit pas la différence. Par contre, les nouvelles pousses d'arbres, les nouveaux arbres, les fruits, ils arrivent très peu à germer. Il n'y a pas assez de lumière et ils ont beaucoup de peine. Et ce bouleversement de l'équilibre naturel a ses conséquences. On y perd beaucoup, c'est clair. Il y a toute cette pharmacopée qu'on ne connaît pas, que les Penan connaissent. Je pense que certaines industries chez nous seraient contentes
d'avoir certaines connaissances. On n'a encore pratiquement rien fait ici dans cette forêt, au contraire de l'Amérique du Sud. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et c'est un patrimoine qu'on détruit avant de le connaître, je trouve dommage. Dans le village menacé de disparition, les plus déterminés ont décidé de lancer un dernier baroud d'honneur. Objectif, traiter quelques grands chênes de la forêt primaire. Souvenir de la longue guérilla menée par Bruno Manzer contre les compagnies forestières, il reste quelques clous de charpentier dans les villages. À la grande époque, 10 tonnes de ces clous avaient été introduites discrètement en Malaisie. Ça me fait mal de voir que la forêt va tomber. Je parle ici pour beaucoup d'autres femmes. S'il y avait plus de clous, on participerait volontiers à des actions comme celle-ci. Invisibles, les clous ont une double action. En fendant le bois, ils font dégringoler sa valeur. Et surtout, une fois dans la scierie, ils feront littéralement exploser la lame de la scie. Les clous, on ne sait pas où les trouver par ici. Il faut nous en redonner beaucoup. Et je sais que ça cause beaucoup de problèmes dans les usines des compagnies. Pour chaque clou, ils seront en panne pendant plusieurs jours. Ils perdront de l'argent. Et là, je parle avec mon cœur, ce qu'on fait, c'est beau pour la forêt. Je sais que même si je ne pourrai pas empêcher ces arbres de tomber, ça va bien les embêter. Ça sera une sorte de petite vengeance. Alors, quand on aime le voyage, on aime aussi se laisser surprendre. Et précisément à Saint-Malo, c'est l'endroit idéal pour se laisser surprendre et même parfois prendre par les marées. Ouais, c'est même des surprises dangereuses puisque ici on se trouve sur une route maritime et ce sont les plus grandes marées d'Europe. Donc suivant à quelle heure de la journée on vient, on a 13 mètres d'eau sur la tête, ça peut être dangereux. Bon, en même temps, c'est assez fascinant la marée parce que ça fait apparaître des paysages et puis disparaître les paysages et puis on les redécouvre. Ici, sur cette route maritime qui nous emmène vers le tombeau de Chateaubriand. Hein, ça nous emmène aussi vers des magnifiques forts édifiés par le fameux Vauban qui était l'ingénieur architecte en chef de Louis XIV. Et puis ça nous permet aussi de découvrir de curieux personnages comme par exemple cet ancien huissier de justice. Figure-toi que pendant 33 ans, ça fait une jolie carrière, pendant 33 ans, il a restauré précisément un des châteaux forts de Vauban. Et maintenant, il s'est attaqué à un autre château, c'est celui vers lequel on se dirige. Ça fait 2 ans qu'il s'est mis au boulot pour restaurer ça. Alors, le temps de se rendre chez notre fou du caillou, notre tailleur de pierre, on va vous emmener ailleurs, une incursion urbaine, mais dans un monde du caillou aussi. Oui, ce sont en fait des grimpeurs très particuliers parce que ce ne sont pas des alpinistes, ce ne sont pas des grimpeurs traditionnels de falaise. En fait, ces grimpeurs-là se contentent d'un bout de rocher de 3-4 mètres de haut, mais ils atteignent des degrés de difficulté absolument maximum. Ils sont une sorte de chorégraphe, de danseur. Une sorte de danse dans la 3e dimension, exactement. Il y a toujours une recherche de l'esthétisme, une recherche du bel enchaînement, du beau mouvement. Et c'est un très beau reportage de Jean-Charles Lusier.